Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'excellence 5.0. Mon nom est Véronica Marquez. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle avec notre invité Jean Massardi de l'entreprise Nulligent. Bonjour Jean. Bonjour Véronica, Ça va bien? très bien. Merci d'être avec nous, Jean. Alors, pour commencer, on met la table. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intelligence artificielle? Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un parcours, hein, plus qu'une passion immédiate. Moi, à la base, je suis ingénieur en informatique spécialisé en optimisation. Moi, j'aime bien régler des problèmes qui est comment je fais les choses plus vite. Et en fait, c'est en travaillant sur des problèmes d'optimisation, de comment je fais des choses plus vite, que j'en suis venu à l'intelligence artificielle, parce que c'est un formidable accélérateur pour beaucoup de problèmes. Et de là, je me suis spécialisé, j'ai développé mes compétences, j'ai passé un doctorat en intelligence artificielle et maintenant, je travaille à plein temps dans ce magnifique domaine. Je pense que tu enseignes aussi, non? J'enseigne aussi à l'université, donc je donne des cours en data science, donc en sciences des données, qui est un peu la base, enfin qui couvre beaucoup de domaines en data, mais aussi en intelligence artificielle. Et je donne aussi des cours dans certains types de problèmes d'optimisation, de solutions d'optimisation, qui s'appellent les CSP, petits pots techniques, que j'enseigne aussi à l'université. Alors, c'est un domaine ou une activité qu'on a en parallèle. Je pense que tu enseignes aussi à l'UQAM. C'est ça. En fait, j'enseigne à l'UQAM. Je suis directeur de la recherche chez Knowledge. Donc, ça, c'est mon activité principale. Et en parallèle, j'ai donné, je donne quelques cours à l'université. D'accord. Donc, on a une activité en commun, mais étonnamment, c'est même pas à l'UQAM qu'on s'est rencontrés. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais pour continuer à mettre la table et s'assurer qu'on parle tous de la même chose, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Alors, c'est une question qui n'a pas de réponse malheureusement, parce qu'en fait, il n'y a pas de définition universelle reconnue de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de façons différentes de la définir, et poser la question à deux experts différents, on obtiendra à peu près systématiquement deux réponses différentes. Moi, je préfère y répondre de manière à côté. Plutôt que c'est de donner une définition formelle en plus, je préfère répondre un peu sur le côté en disant plutôt qu'est-ce que ça fait ou à quoi s'intéresse le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, le domaine de l'intelligence artificielle, il s'intéresse à donner aux machines des propriétés, et surtout des capacités qui sont jusque-là réservées on dit à l'humain, maintenant, à des personnes dotées de la capacité de réflexion, à des éléments de réflexion. Ces compétences-là, elles peuvent être résumées par globalement trois grands domaines qui sont le jugement, la capacité de faire du jugement, de prendre une situation, de pondérer des éléments et à la fin donner une information éclairée sur ce qui est en train de se passer. Le deuxième, c'est la compréhension, le fait d'être face à un problème, face à une image, face à un son, et être capable de comprendre ce qui est en train de se passer, de lui donner du sens et de lui donner une définition. Et le dernier grand donc jugement compréhension, le dernier grand aspect de l'intelligence artificielle, ça va être la capacité de réflexion, les capacités d'être face à un problème et d'être capable de donner un certain nombre de démarches ou d'étapes qui vont permettre d'éclairer le problème sous une facette différente ou de trouver une solution à un problème particulier. Donc ça, c'est vraiment une façon que je décris l'intelligence artificielle de cet aspect-là. Et en fait, ça se traduit concrètement par trois très grands domaines, il y en a plus que ça, on pourrait parler pendant des heures, mais il y a trois très Oui. très grandes facettes à l'application de l'intelligence artificielle qui sont euh, la, la, la prédiction, la capacité de prédire ce qui va se passer dans le futur ou d'anticiper ce qui va se passer, être capable de faire des pronostics dans ce qui va se passer dans le futur. Le deuxième qui est l'optimisation, le fait de prendre un problème, de prendre une situation et de rendre cette situation beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, beaucoup plus pertinente. C'est comme ça que je suis rentré dans l'intelligence artificielle. Et le troisième grand aspect de l'IA, qui est le génératif et l'assistance. Ça, c'est ce qui est à la mode en ce moment. C'est le Oui. fait de donner à la machine la capacité de générer, de construire du contenu ex nihilo ou à partir de quelques consignes simples, d'être capable de créer un nouveau contenu qui puisse servir après à une application ou un humain pour l'aider à faire son travail. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je veux juste souhaiter la bienvenue aux gens qui se joignent à nous. Utilisez le chat, s'il vous plaît, pour nous poser vos questions, pour nous dire bonjour aussi, pour vous nous donner vos commentaires. Malheureusement, le LinkedIn Live est plus dans un sens la communication, mais à travers le chat, on peut quand même voir vos commentaires et vos questions et on va y répondre au fur et à mesure que vous les ajoutez. Alors, je vous invite à l'utiliser. On va pouvoir vous répondre de vive voix.
Nous, on va parler plus de l'intelligence artificielle en optimisation. Mais avant d'aller là-dessus, justement, je pense quand on a commencé à se parler pour préparer l'épisode, je t'avais partagé un article du Harvard Business Review qui parlait justement de l'intelligence artificielle générative, qui est un outil qui va aider les PME à réduire l'écart entre leurs capacités et les capacités des grandes entreprises. Donc, moi, j'avais trouvé ça super intéressant d'un point de vue génératif, mais aujourd'hui, on va vraiment parler plus du côté optimisation. C'est ça? Oui, oui. Parfait. Alors, d'un point de vue optimisation, qu'est-ce que tu vois au niveau des organisations en ce moment? Quels sont les besoins que les organisations ont en intelligence artificielle? Alors vraiment d'un point de vue optimisation, là je vais revenir un peu sur du génératif parce qu'en fait ça va couvrir plusieurs choses. Mais en termes d'optimisation, je vais faire la séparation entre les PME qui ont peu de processus opérationnels très très développés et les grandes entreprises qui elles ont à l'inverse des processus opérationnels très très développés. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a une perte. Que vous soyez une PME ou une grande entreprise, de toute façon, il y a une perte. C'est-à-dire que le processus, il a toujours, où il est, c'est pas mal pensé, mais disons qu'il n'est pas optimal. Il y a des moyens de le rendre plus rapide. Ouais. Ou alors, il n'est pas présent. On sait qu'il en faut un et il n'est pas présent. Donc là où l'intelligence artificielle peut intervenir, en fait, déjà, c'est optimiser les processus déjà présents. Je vais prendre en exemple, c'est un exemple sur lequel on a beaucoup travaillé chez Knowledgeant. Je vais prendre quelque chose qui paraît assez bête, hein, mais c'est l'affectation des ressources pour le travail. Le fait de Mhm. dire, si jamais j'ai plusieurs personnes dans mon équipe, j'ai une tâche à réaliser et bah, mon équipe va devoir travailler sur cette tâche. Donc, je vais devoir organiser leur travail. Je vais devoir dire qui va travailler à quel moment sur cette tâche, sur quelle tâche il va intervenir, quel moment il ne travaille pas sur la tâche, quel moment il travaille sur autre chose. Et donc, cette organisation de la tâche de travail en fonction des ressources, c'est en lui-même un problème d'optimisation et c'est en lui-même un problème qu'on peut optimiser à travers l'IA. C'est-à-dire qu'on peut, plutôt que d'essayer de nous de le faire, de dire bah, très bien, je mets un tel là parce qu'il a telle compétence, je vais mettre un tel là parce qu'il est disponible, je ne vais pas mettre un tel là parce qu'il est en vacances, une machine peut le faire. Une machine le fait même très 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 bien. Une machine le fait même beaucoup mieux que nous. Donc ça c'est déjà un exemple très très concret, très très basique auquel on ne va pas forcément toujours penser, c'est que la machine peut nous aider à faire un truc aussi bête que construire un emploi du temps. Et en construisant un emploi du temps avec la machine, il y a deux gains qu'il faut retenir. Le premier gain, c'est le gain qui est un gain de temps immédiat. C'est-à-dire que moi, cette tâche-là qui peut me prendre en fonction du problème, d'accord, quelques heures à quelques semaines. On va dire, par exemple, si je dois faire un emploi du temps pour une colonie de vacances ou pour une chaîne de montage, la construction Oui. de l'emploi du temps pourrait me prendre plusieurs semaines. La machine va le faire en quelques minutes. Donc déjà, j'ai un premier gain de temps qui est un gain de temps pour moi Oui. gestionnaire, qui est assez important. Le deuxième gain de temps qu'il faut voir, c'est que la machine va me donner un résultat qui va être meilleur que celui que moi, humain, je pourrais proposer. En tout cas, qui a toutes les chances d'être meilleur que moi, humain, je puisse proposer. Nous, empiriquement, ce qu'on a, par exemple, avec des applications de ce type-là, c'est une augmentation de 20, 25, 30% de la quantité de travail possible avec une équipe par rapport à si on n'utilise pas la machine. La même équipe, le même coût opérationnel pour moi, sur la même équipe Oui. va être capable de créer 30% plus de valeur, ce qui est gigantesque. Ce qui est juste gigantesque. Oui, Donc absolument. c'est vrai. Ça, c'est un premier niveau d'optimisation. Il y a un deuxième niveau d'optimisation qui est celui sur, j'ai pas de processus ou j'ai un processus qui est très affaibli. Je vais prendre un exemple pareil qu'on maîtrise plutôt bien, c'est celui du processus de dotation. Je dois recruter quelqu'un. Donc, si je dois recruter quelqu'un, il va falloir que je soumette des offres d'emploi, il va falloir que j'aille interviewer des candidats, il va falloir que j'analyse, va falloir que j'analyse leur CV, il va falloir une fois que tout ça c'est fait, que je les forme, il va falloir que je les intègre aux équipes. Donc, j'ai une somme d'étapes très très importante. Et bien en fait, chacune de ces sous-étapes peut être atomisée, c'est-à-dire dire je vais prendre juste la partie, je vais juste lire le CV, ça c'est une tâche relativement simple à automatiser, je vais juste lire le CV. Et bien plutôt que de le faire moi, je vais le faire avec une machine. Je vais pas le faire forcément, je vais pas forcément le confier à une machine, je vais pas automatiser tout le processus, ce serait contre-productif. Je vais juste m'intéresser à une sous-tâche particulière et automatiser cette sous-tâche particulière. Parce que juste en faisant ça, j'ai gagné un temps précieux. Je vais donner un exemple, encore une fois, c'est sur le CV, c'est dire je reçois 200 CV. J'ouvre un poste, je reçois 200 CV. Ce qui, même en pénurie de manœuvre, est plutôt classique. Là, on est plus sur 80 que sur 200, mais même 80 CV. 80 CV à lire. Si je les lis proprement, surtout si j'ai un système, si j'ai un ATS derrière, si j'ai un système automatique pour pouvoir gérer les CV, pour pouvoir les consolider, je vais quand même mettre une bonne dizaine de minutes par CV. Donc ça veut dire que là, j'ai cramé 800 minutes. C'est à peu près 13 heures, 14 heures, c'est 2 jours complets à lire des CV pour un poste. Bon, si une machine est capable de les lire pour moi, de les trier, de m'envoyer juste le petit résumé et juste un petit avis pour savoir quels sont les 10, 15, 20 meilleurs,
eh ben, j'ai gagné ces 2 jours. Oui, mais moi, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, excuse-moi Jean, mais dans un processus, je comprends le gain en efficacité dans l'exemple que tu viens de donner, c'est absolument, et surtout le gain qui est important aujourd'hui quand on est en pénurie de main-d'œuvre, on ne peut pas étirer le processus de recrutement trop longtemps parce qu'on perd des candidats qui sont intéressants. Mais de l'autre point de vue, du point de vue candidat, est-ce que c'est important à ce moment-là de savoir que la lecture de notre CV va se faire par un outil d'intelligence artificielle? Parce que comment on le rédige doit être encore plus précis pour être capable d'être capté par l'intelligence artificielle. Alors justement, là tu soulèves plusieurs choses qui sont extrêmement intéressantes là-dessus. En fait, le premier, c'est une grande question qui est une question éthique, hein, qui est celui de la prise de décision. D'avis général, plutôt d'avis général, c'est il faut limiter les cas où l'IA prend une décision. Elle est en mesure de prendre une décision. Donc là, par exemple, sur la lecture de CV, il faut limiter l'impact ou l'importance de la décision. Donc l'impact ou l'importance de la décision dans le cas du CV, par exemple, une bonne réponse, ça serait de dire, comme je dis, je veux pas qu'il m'envoie le meilleur candidat. Parce que là, ça serait une D'accord. décision. Il sera en train de, il sera en train de- Ce que je veux, c'est qu'il m'envoie les 10, 20 candidats les plus pertinents. Donc effectivement, il va prendre la décision d'en retirer, si j'en reçois 80, d'en retirer 60. Mais je me suis quand même gardé un suffisamment d'espace pour que si jamais il y a des cas d'erreur, si jamais il y a des cas un peu limites, on arrive quand même à avoir un filet avec un maillage suffisamment large pour que D'accord. il ne puisse pas créer une discrimination ou un biais trop important dans cette période-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est de dire est-ce qu'il faut l'informer au candidat? Mon avis est de oui, c'est-à-dire qu'une partie du traitement sera fait par IA, il faut l'informer au candidat. De toute façon, le candidat, il n'est pas fou, il le sait que c'est déjà le cas. La plupart des grandes entreprises font des systèmes de ce type-là. L'avantage en faisant ça, c'est qu'en utilisant l'IA, c'est que contrairement à ce que tu crois, non, tu as besoin d'un CV moins précis avec un IA qu'avec un humain, parce que si jamais, donc la plupart ce que font les ATS avec des IA embarquées, pas avec de la vraie intelligence artificielle, j'ai envie de dire, enfin avec un vrai système derrière, c'est qu'ils vont juste extraire de l'information et remplir des cases. Et là, effectivement, si tu n'as pas été complet, il va y avoir des cases vides et il va y avoir un filtrage de mauvaise qualité par la suite. Je ne vais pas citer d'ATS, j'ai pas envie de faire de la mauvaise pub à gens, mais il y a pas mal d'ATS où je pense qu'on peut le voir assez rapidement. On dépose le CV, il remplit des cases et les cases sont mal remplies par la suite. Non, un vrai système end-to-end en IA, ce qui va se passer, c'est qu'il va analyser le texte et la compréhension du texte. Donc même avec un CV où je n'ai pas tout indiqué, la machine sera capable de faire un peu d'extrapolation, un peu de compréhension, un peu de remise en contexte, et donc de prendre de manière, en fait, être beaucoup plus permissif sur la rédaction du CV, parce qu'elle va se concentrer sur le sens du CV et pas sur les mots qui sont utilisés à l'intérieur. Si par exemple, D'accord. je n'ai pas utilisé un mot sur une compétence particulière, je n'ai pas dit que j'étais en informatique, par exemple, il y a une polysémie sur la capacité de dire je fais du développement informatique. On peut parler de développeur, de programmeur, d'analyste développeur, d'analyste programmeur, bref, il y a pléthore de mots. Si jamais dans un ATS classique, il va se passer de je veux qu'il y ait une expérience de développeur. Bon, mais si j'ai mis analyste développeur ou si j'ai mis programmeur, le mot passera à la trappe. Avec une IA telle qu'on les a maintenant, non, si j'ai mis analyste programmeur, le système sera capable de dire oui, analyste programmeur, un développeur, c'est la même chose, c'est juste le mot qui est différent. D'accord. Et là, il y a deux questions qui viennent de s'ajouter sur le chat. Marie-Geneviève demande, bon, elle dit, elle voit l'avantage du gain de temps. Merci, Marie-Geneviève, d'être là en passant. Mais elle demande, qu'en est-il de la paternité? Moi, je ne comprends pas la question, mais est-ce que toi, tu Moi la non plus. comprends? Moi non plus. Marie-Geneviève, peux-tu détailler un peu plus Préciser ta question, ce que s'il tu te veux dire plaît? par paternité, s'il te plaît. Oui. Et Lynn nous demande les considérations éthiques. On va y revenir, Lynn. Ça fait partie des questions qu'on va adresser. Ne t'inquiète pas, on va y revenir. Alors, si on continue avec qu'est-ce que tu nous expliquais au niveau des exemples, des exemples concrets de comment l'IA peut être appliquée dans les organisations. Tu nous as parlé d'un cas vraiment intéressant au niveau des ressources humaines. Ouais. Vous travaillez des cas dans d'autres types d'exemples, dans d'autres types Oui, on d'activités? travaille dans beaucoup de choses. D'autres exemples sur lesquels j'ai pu travailler ou je peux travailler à l'heure actuelle, ça peut être des choses qui sont très industrielles, avec par exemple la lecture de plans. C'est-à-dire qu'on reçoit des plans qui sont des dessins industriels ou des dessins d'architecture, et il faut être capable d'en créer une information, de générer une nouvelle information. Cette nouvelle information pouvant être où se trouvent certaines structures particulières, ça peut être combien ça va me coûter de réaliser ce projet-là, ça va être est-ce que la pièce va fonctionner, est-ce que cette pièce-là va bien remplir sa mission. Ça, ce sont toutes un choses où l'intelligence artificielle peut intervenir
Et là où elle intervient pas nécessairement pour. C'est quelque chose que je veux beaucoup insister, je veux beaucoup dire. Elle vient pas nécessairement remplacer l'humain, c'est généralement pas le but. Elle vient le compléter, elle vient l'accélérer. C'est-à-dire qu'avant, pour pouvoir réaliser une tâche qui était une tâche de lecture de plans, de juste faire les dessins là où il fallait pour mettre les plans en valeur, mais il fallait 4 personnes à temps plein pour faire ça. Mais très bien, avec la machine, j'ai pu réduire mon équipe à plus qu'une. Donc j'ai gagné trois ressources qui peuvent maintenant faire autre chose. Je ne remplace jamais le processus complet, je n'ai pas enlevé l'humain de la boucle. L'humain est toujours dans la boucle. C'est essentiel que l'humain soit toujours dans la boucle. J'ai pu l'accélérer, ce qui me permet d'augmenter ma productivité, augmenter ma force de travail, augmenter ma capacité de réalisation, parce qu'en fait, justement, j'ai réussi à accélérer les humains pour réaliser cette tâche-là. Un autre exemple sur lequel l'IA peut intervenir et je pense que c'est très intéressante, ça va être tout ce qui est, là on revient sur la partie optimisation, c'est tout ce qui est logistique. Tout ce qui est chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est logistique. Un peu de la même manière qu'on peut optimiser des emplois du temps avec l'IA, on peut optimiser une chaîne logistique, dire très bien, je dois livrer des choses, quelle est la meilleure route pour la livrer? OK. Et en fait, en améliorant cet élément-là, ça a l'air tout bête comme ça, mais on diminue le taux de carburant, on diminue le temps d'utilisation des camions, des trains, de notre système de livraison. Les On peut CO2. faire plus de livraison. Enfin, on peut augmenter comme ça de manière assez considérable la capacité de production d'une équipe. Encore une fois, c'est de l'optimisation. Oui, non, puis c'est considérable au niveau de la chaîne logistique de pouvoir réduire non seulement l'utilisation, mais d'optimiser comment on utilise les équipements. On étire la vie utile de l'équipement, mais aussi on réduit considérablement les émanations de gaz à effet de serre. Il y a des impacts considérables à déployer dans cet exercice-là. Et effectivement, c'est faisable à la main, c'est faisable par l'humain, mais c'est une tâche qui prend énormément de temps. Donc, la machine le fait plus vite et mieux que nous. Donc, oui. Utilisons la machine. C'est vraiment pragmatique. Utilisons la machine. Un dernier exemple que j'aimerais juste évoquer, c'est pareil en parlant de ça, c'est ce qui s'appelle la maintenance prédictive. Ça aussi, c'est un gros domaine très intéressant. C'est le fait que l'IA peut venir au niveau de la chaîne de production, savoir, en fait, donner des indicateurs sur à quel moment on risque d'avoir une anomalie dans la chaîne de production. Donc, et dire, très bien, j'arrête là, je fais de la maintenance. Donc, l'intérêt de faire ça, en fait, c'est qu'on a des maintenances plus fréquentes des machines. Ce qu'on observe, c'est qu'on a des maintenances plus fréquentes, mais beaucoup plus courtes. Donc, au lieu d'avoir un arrêt de production une journée parce qu'une machine a lâché, on a 3 arrêts on a 3 arrêts d'1 heure chacun pour s'assurer, revisser un truc, réaligner quelque chose, ce qui permet d'augmenter la durée de vie de la machine. Et encore une fois, de dire 3 heures arrêtées, c'est toujours ça de gagner par rapport à une journée complète. Oui, mais aussi l'impact important de ça dans le prédictif, c'est que tu peux choisir quand tu arrêtes ta machine pour faire ton Exactement. Tu peux entretien pour versus. limiter ou tu Donc, subis la panne. C'est en fait, tu es c'est proactif ça. par rapport à tu subis la panne. Exactement. Exactement. Donc, tu la planifies à un arrêt où c'est propice pour les activités, où c'est propice pour les livraisons à préparer pour les clients, versus quand tu dis tu subis la panne, qu'elle arrive parce qu'elle arrive toujours au mauvais moment, c'est immanquable. Et c'est toujours quand tu as des choses à livrer, quand tu as des produits à sortir, que tu dois envoyer chez le client avec un délai très serré. Donc, l'avantage de la maintenance prédictive, elle est quand même importante. Oui. Geneviève vient de spécifier sa question. Elle parle de la paternité de l'œuvre créée par la l'intelligence paternité de l'œuvre. artificielle. Alors ça, c'est un cas particulier donc de l'IA générative. C'est lorsque l'IA générative va générer quelque chose qui serait susceptible de dépendre de la propriété intellectuelle. Genre, par exemple, elle vient de dessiner un nouveau tableau ou d'écrire une poésie. Alors là, c'est une excellente question qui n'a pas du tout été tranchée, qui est de dire à qui effectivement appartient l'œuvre créée. Est-ce qu'elle appartient à la personne qui a généré l'IA? Est-ce qu'elle appartient à la personne qui a généré le dataset de l'IA derrière? Ou est-ce qu'elle appartient à la personne qui a fait la requête pour générer l'image finale? Et ça, pour le moment, c'est pas tranché. D'un point de vue légal, ce n'est pas tranché. D'un point de vue éthique ou d'un point de vue quel est mon avis par rapport à la question? J'ai un avis par rapport à cette question. Je ne sais pas s'il est pertinent, mais en tout cas, j'ai un avis. C'est que la paternité de l'œuvre devrait appartenir principalement à la personne qui a généré, qui est à la dernière étape du processus de création. Pourquoi? Parce que le fait de générer une œuvre par IA, on va dire, ouais, mais il copie les styles ou il copie les données des choses différentes. Oui, l'humain fait pareil. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un de faire un dessin de cheval, il va pas le faire ex nihilo. Il aura vu des chevaux déjà, et puis il aura vu d'autres artistes faire des chevaux avant lui. Et donc il se sera inspiré de leur technique pour créer la sienne. L'IA fait pareil. C'est juste qu'elle le fait beaucoup plus vite. Mais l'IA fera pareil.
Et en fait, ce qui va créer l'input, lorsque je demande à un IA de créer un cheval, ce qui va créer l'input, ce qui va créer l'art derrière, ou en tout cas la prestance derrière, c'est moi, les consignes que je vais donner à l'IA. Un petit peu comme un chef d'orchestre ou un réalisateur va ordonner les différents artistes pour créer une œuvre finale. C'est moi qui vais orchestrer comment l'IA va le produire à la fin. Donc, à mon sens, je pense que la paternité d'une œuvre, au sens propriété intellectuelle du terme, appartient à la personne qui génère, qui demande la génération et qui fait générer la dernière étape. Il y aurait un Mais cas c'est intéressant. particulier, juste une petite précision, il y aurait Oui, un oui, cas oui, vas-y. particulier, c'est si jamais j'ai explicitement entraîné une IA à plagier quelqu'un. Là, c'est différent. Là, on est sur un cas différent. Si par exemple, j'ai pris 1000 samples de sons de Taylor Swift et que j'ai créé une nouvelle chanson de Taylor Swift, non, là, j'ai créé un plagiat. Mais là, c'est couvert par la loi. D'accord. Mais c'est quand même intéressant parce que l'image que tu donnais pour la personne qui dessine le cheval, je me disais de toutes les toiles qu'on a vues, Picasso et compagnie, euh, Picasso détient le droit d'auteur de sa toile. C'est pas la compagnie qui a fabriqué la peinture qu'il a utilisée qui détient Exactement. la toile. Et c'est un peu la même chose. Et c'est pas son professeur de dessin non plus. C'est C'est ça. lui en bout de liste qui possède. Et à mon sens, c'est ça qu'il faudrait qu'on conserve, c'est-à-dire que c'est la personne en bout de liste qui conserve la propriété. Oui, parce que c'est l'intégration de tous les éléments qui ont permis de créer le qui résultat arrive à, ultime. qui arrive à créer l'art à la fin. Donc, j'espère que je réponds à ta question, Marie-Geneviève, avec ça. Mais c'est ça Intéressant mon comme équipe en réflexion. pense. Intéressant. Bon, nous, notre podcast, on traite sur l'excellence opérationnelle. C'est là mon bagage d'expertise. C'est là-dessus que moi, je travaille sur le quotidien. Tu as parlé de l'intelligence artificielle comme un outil d'optimisation. Je ne peux m'empêcher de te demander, est-ce que ton travail va me rendre, moi et tous mes collègues en optimisation, obsolètes dans les entreprises? Alors, moi, j'ai un avis inverse, c'est que ça va te rendre indispensable par la suite. Ça va augmenter la quantité de travail que tu vas avoir par la suite. Parce que l'IA est très, très forte pour répondre à une problématique, pour créer une solution, pour proposer une solution. Mais avant d'arriver à une solution et avant d'arriver à la problématique, il faut, un, identifier la problématique, deux, comprendre la problématique, trois, formuler une problématique qui soit compréhensible par l'IA derrière. Et ça, on en est très très loin. Le fait qu'une IA soit capable de faire toutes ces étapes-là, on en est très 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 loin. Donc, ce qui va se passer, à mon sens, c'est que ton métier va évoluer. Ton métier va évoluer. Tu vas avoir une façon différente de travailler parce que tu vas savoir qu'en bout de chaîne, c'est pas toi qui va résoudre le problème, c'est une machine qui va résoudre le problème. Mais il va quand même falloir comprendre comment la machine va résoudre le problème pour lui proposer le problème le plus pertinent à résoudre par la suite. Et comme des machines vont être capables de résoudre le problème en bout de ligne, eh ben, les entreprises vont s'intéresser à ces problèmes qui jusque-là, c'est pas qu'ils étaient pas importants, c'est qu'ils n'étaient pas prioritaires. Et là, ils vont commencer à mettre des efforts dessus parce que là, ils vont voir les rendus associés à ça. Et donc, la quantité de problèmes que tu vas avoir à résoudre, enfin, que tu vas avoir à formuler, va augmenter. Donc, je pense que sur les prochaines années, c'est l'inverse. Ton travail va évoluer, c'est vrai, mais il va augmenter. La charge de travail associée à l'humain de ce côté-là du pipeline va augmenter significativement. Mais à ce moment-là, nous, comme experts en optimisation, qu'est-ce qu'on doit développer comme nouvelles compétences? Puis là, j'en prends des notes, mais qu'est-ce qu'on doit développer comme nouvelles compétences pour être capable de faire le lien entre ce que l'on fait aujourd'hui, l'analyse, tout ce que tu as décrit au niveau de la problématique et l'analyse qu'on en fait, et faire le lien avec l'IA? On doit Alors pour apprendre un moi, nouveau langage? non, non, pour moi, il faut comprendre ce qui se passe par la suite. L'aspect technologique, entre guillemets, c'est mon aspect à moi. Tu n'as pas à le faire parce qu'en fait, il y a des gens comme moi derrière qui arrivent en bout de piste et qui vont être capables de répondre à ces problématiques-là. Donc, il n'y a pas de langage, il n'y a pas de technique à connaître. Ce qu'il faut connaître, par contre, je pense, c'est comment ça marche. Pas les maths, hein, pas les équations, mais avoir une idée du processus par la suite. Sur quoi ça marche? Parce que comprendre comment ça marche, c'est bien, mais c'est savoir ce que ça fait de bien, ou à l'inverse, ce que ça fait de pas bien, c'est essentiel. Et savoir comment lui parler. Pas en termes de langage, en termes de comment la personne en bout de piste, comment le moi va comprendre quand toi tu vas parler. Et donc, c'est cette interface-là qui, je pense, va être très très important à maîtriser par la suite. C'est ces compétences-là qu'il va falloir développer par la suite. D'accord. Donc, on parle de plus de travail en amont de la problématique. Oui. Après, je pense qu'il va y avoir un volet de plus de travail après la solution trouvée par l'IA, parce qu'il y a quand même la gestion du changement L'intégration, à exactement. Ça, apporter, la c'est l'intégration et la formation. gestion du changement. Exactement. Ça, c'est une autre très, très grosse problématique en IA. C'est comment
comment, une fois que j'ai mon IA, comment je la fais rentrer dans une organisation, comment je la pérennise derrière. Parce Ouais. qu'on a beaucoup d'IA justement qui sont arrivés, qui sont dead on the shelf, hein, qui ont été développés, qui ont été abandonnés, alors qu'elles marchaient très très bien, parce qu'on se retrouve très rapidement avec une gestion du changement et une acceptation par le public qui était pas présente. Oui, mais justement, Lynn vient de demander, c'est quoi les plus grands défis pour les PME face à l'adoption de l'intelligence artificielle? Alors le premier, c'est une compréhension de ce que peut faire l'IA. Je vais être très très clair, c'est que beaucoup de PME ont une vision de l'IA très très déformée. C'est pas leur faute, hein, l'environnement, le public, il y a pas de voilà, mais il y a une compréhension déformée de ce que peut faire l'IA et de quelle est la finalité de l'IA derrière. Donc je pense que ça c'est le premier problème. Le deuxième défi, toujours un peu du côté des PME, c'est une volonté assez souvent que j'observe de vouloir automatiser à tout prix. C'est-à-dire qu'on cherche à retirer l'humain de la boucle. C'est pas ce qu'on veut faire. Non. C'est pas ce qu'on veut faire. C'est pas ce que l'humain veut faire, c'est pas ce que la machine fait bien, c'est pas ce qu'une organisation désire, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est que la charge de travail soit certes réduite, mais en gardant l'humain dans la boucle. Donc ça, si ça c'est bien, si ces deux éléments sont bien compris, sont bien intégrés, déjà on aura une première difficulté bien franchie. Et une deuxième difficulté, c'est l'accompagnement. C'est que les compétences en IA restent, au niveau sur l'intégration notamment, ça reste une compétence d'expert. Il y a une démocratisation des outils, c'est vrai. Mais bien connaître les outils, bien savoir les appliquer, bien savoir les intégrer, ça reste une expertise particulière. Et je pense que beaucoup de PME ont une certaine réticence, je pense, ou une certaine crainte à se faire accompagner sur ce genre de démarche-là. Alors que non, il y a beaucoup de services qui existent, beaucoup de gens très très compétents qui peuvent accompagner pour identifier en fait les points clés où l'adoption de l'IA apporterait un gain de valeur et permettrait de progresser par la suite. Donc, vraiment pour dire comment surmonter ces problématiques d'adoption dans les PME, je pense que vraiment le nerf de la guerre, c'est la pédagogie. Vraiment, peut-être mon côté professeur qui parle là tout de suite, mais Ouais. moi, le nerf de la guerre, c'est la pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension des gestionnaires à avoir de ce que peut faire, comment va fonctionner l'IA par la suite. Il y a une compréhension des ressources à mobiliser pour adopter l'IA par la suite. Et il y a une pédagogie, enfin, en interne à avoir parce que ben, les gens qui vont travailler avec l'IA, il faut qu'ils soient en confiance. Sinon, ils ne travailleront pas avec. Ou en tout cas, ils ne travailleront pas bien avec. Donc, il faut qu'ils soient en confiance. Et là aussi, ça demande un certain niveau de compréhension et de pédagogie et de bien comprendre que la démarche, c'est jamais le remplacement, mais la complétion, l'optimisation, la complétion. Ben, en fait, quand on préparait l'épisode, Jean, tu m'avais parlé d'un exemple où l'intelligence artificielle pouvait carrément remplacer Oui. une équipe complète. J'aimerais ça que tu en parles parce que je pense que ça démontre très bien qu'est-ce que tu veux dire par pas le remplacement. On a des tâches ou des choses que, à l'heure actuelle, l'humain est systématiquement moins bon que la machine et pourrait remplacer, presque effacer complètement certains domaines, et ça ne se fait pas parce que justement il y a une résistance, ce qu'on appelle un problème d'adoption par le public. C'est exactement le mot que je donnais. Pour une raison ou pour une autre. Je vais donner deux exemples, parce que moi je pense que c'est les deux exemples les plus pertinents. Le premier, c'est il y a une IA développée par IBM qui s'appelle Watson. Donc, Watson a parmi ses compétences une très très forte proportion à analyser les images de radio. Radio des poumons, échographie, IRM, presque tout ce qui est imagerie médicale, ils arrivent à analyser et il arrive mieux que l'humain, et quand je dis mieux, c'est bien mieux que l'humain, à détecter un certain nombre de pathologies, presque toutes les pathologies d'ailleurs, avec des résultats qui peuvent être très impressionnants. Par exemple, il a plus de 6 mois d'avance en moyenne sur la détection des cancers du sein. Et on sait que ces 6 mois-là Ils sont peuvent avoir un critiques. impact considérable sur la suite du traitement. Quand vous allez voir un médecin, enfin quand vous avez un examen médical à faire, vous voyez toujours un radiologue, vous ne voyez pas Watson. Watson n'a pas remplacé les radiologues. Pourtant, ça coûterait moins cher et il serait plus performant. Et il n'y a pas d'explication autre qu'il y a un problème d'acceptation. C'est-à-dire que les radiologues, d'un côté, ne veulent pas spécialement perdre leur emploi. En plus, c'est pas tout à fait vrai. Honnêtement, il y a plein de métiers, il y a plein de tâches à l'intérieur qu'ils aimeraient bien remplacer par des machines. Mais il y a un deuxième, c'est le public a confiance en la blouse du radiologue. C'est la confiance dans la blouse blanche, il a confiance dans le radiologue, il n'a pas confiance en une machine. Pourtant, empiriquement, la machine est meilleure. Mais je vais quand même avoir plus confiance, la plupart des personnes vont avoir plus confiance dans le radiologue que dans la machine. Et donc, on se retrouve avec une technologie qui est exceptionnelle, mais qui ne sert pas. Un autre exemple de ça, là, c'est plus une résistance d'adoption parce que ça a été pensé en remplacement, c'est les contrôleurs aériens. Ça fait, je pense, presque 40 ans qu'on a les algorithmes qui permettraient de remplacer les contrôleurs aériens. Presque complètement. On ne le fait pas parce qu'il y a une résistance phénoménale de la part des professionnels du contrôle aérien pour que ça ne se fasse pas.
Parce que justement, ils savent qu'ils sont en danger d'extinction. Ils vont pas se laisser disparaître sans résistance. Parce que l'IA a été pensée non pas en complément ou en amélioration de leurs conditions de vie, et donc avec une intégration progressive, quitte à ce qu'ils disparaissent éventuellement, mais avec une volonté d'accompagner le changement plus que de l'imposer. Et donc, résultat, on se retrouve avec des très très bonnes machines qui, pareil, prennent la poussière, on ne les utilise pas, parce que les opérateurs ne veulent pas l'utiliser, refusent de l'utiliser, et donc on n'a pas d'adoption par la suite. Je trouve ça super intéressant, le côté d'adoption, mais en même temps, ça me fait penser, on parle encore d'une pénurie de main-d'œuvre au Québec, puis sûrement ailleurs aussi, mais quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, beaucoup d'entreprises veulent automatiser, comme tu disais plus tôt, pour enlever le besoin de la main-d'œuvre. Mais la réalité est qu'on a quand même, les organisations à la base, c'est un regroupement d'humains. Sans humains, il n'y a pas d'organisation. Sans humains, il n'y a pas de clients, il n'y a pas personne qui achète. Donc, l'humain est encore nécessaire dans l'équation. D'un point de vue optimisation des processus, excellence opérationnelle, moi, je dis toujours qu'en regardant comment le processus il est opéré, comment les gens travaillent pour rendre un processus, qu'il y a manière de réduire la tâche, le temps requis pour faire la tâche, et donc, ça peut avoir un impact sur le besoin de main-d'œuvre, voire réduire le besoin en main-d'œuvre parce qu'on travaille d'une manière un peu plus efficiente. Mais l'intelligence artificielle, si on la regarde d'une manière d'optimiser le travail et d'alléger certaines des tâches qui sont effectuées, peut effectivement faire la même chose. Exactement, exactement. C'est que, en fait, l'IA, encore une fois, ça vient alléger les tâches de travail. On va remplacer. L'idée, c'est ce qu'il faut automatiser. Il y a des choses qu'il faut automatiser. Ce qu'il faut automatiser, c'est les tâches que personne ne veut faire. C'est ça qu'il faut automatiser. C'est les tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, que personne ne veut faire. Personne, c'est pour ça que je prends l'exemple des CV. Personne ne veut lire des CV. Je ne connais pas une personne qui prend plaisir à lire des CV. Très bien. Là, c'est cette tâche-là, cette sous-tâche-là, là, celle-là, on va pouvoir commencer à s'intéresser à automatiser. À l'inverse, une tâche que moi, je ne touche pas et que je conseille mes clients de ne pas toucher, c'est les entretiens. Les entretiens, ben non, si jamais le candidat il fait un entretien face à une machine, non, il restera pas, il ira voir ailleurs. À l'inverse, il y a pas mal de RH ont ce besoin de voir le candidat pour savoir, pour le juger, pour le jauger. Donc le fait de mettre des machines à l'intérieur de l'entretien, pourquoi pas? Mais un accompagnement de l'humain pour améliorer les performances de l'humain, pas du tout pour le remplacer ou pour réduire la tâche. C'est pas une tâche qu'on cherche à automatiser, celle-là. Par exemple, ça pourrait être, ben, j'extrapole, je ne sais pas, peut-être que je suis carrément à côté, mais est-ce que ça pourrait être l'IA qui est là pour, tu sais, les tests de psychométrie que l'on fait qui nous disent quel Oui, type de communicateur on est, l'IA serait oui. capable d'aller capter cet élément-là Alors c'est en très même drôle temps parce que que l'entrevue. j'en ai fait un, j'en ai développé un de comme ça qui justement c'est en fait c'est exactement ça, c'est l'humain continue de faire son opération comme si de rien n'était et la machine est là pour écouter et générer une information supplémentaire qui viendra compléter à la fin de l'entretien la perception, l'analyse qu'aura eu l'humain. L'humain a dit bah écoute il y avait un bon fitting, ça marchait bien, donc plutôt que de maintenant lui faire passer un test, encore une fois, ce serait long, personne n'a envie de le faire, bah, la machine à côté de ça, bah, écoute je l'ai écouté parler. Et pour moi, bah, clairement, c'est quelqu'un qui a une extraversion de X, a une humilité de Y, a ces critères psychométriques-là que tu peux prendre mon analyse et la prendre telle quelle pour toi compléter à la fin ton processus de recrutement. J'ai gagné une étape, j'ai renforcé une étape, j'ai automatisé quelque chose de pas intéressant, mais je n'ai pas remplacé l'humain, j'ai pas sorti l'humain de la boucle. L'humain était toujours là pour faire l'entretien, la machine était juste là pour donner un complément d'information. Oui, et l'humain demeure là pour créer le lien parce que si on veut embaucher des Bien sûr, personnes, c'est les valeurs, c'est la culture, c'est ça qui va ressortir bien aussi sûr. beaucoup. Donc, ça nous permet de garder, de créer le lien, de le conserver. Mais tout ça, en même temps, on sait que l'intelligence artificielle demande d'apprendre, demande de l'information à la machine pour qu'elle puisse apprendre et concevoir qu'est-ce qui est quoi. Mais là, on rentre dans une question éthique, comme Lynn a posé tantôt, les considérations éthiques. On rentre vraiment dans un enjeu éthique de comment s'assurer que les informations qu'on donne à la machine n'ont pas de biais pour que la machine puisse apprendre d'une manière éthique, mais d'une manière le plus clean, le plus propre possible. Comment est-ce qu'on gère cet aspect-là? Alors déjà deux choses. Toutes les approches toutes les apprentissages de machine veulent des données, mais toute l'IA n'est pas l'apprentissage machine. Il existe un très grand pan de l'IA qui n'exploite pas l'apprentissage machine, D'accord. sur lequel il n'y a pas besoin de données d'apprentissage. L'exemple que je vais donner, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure, c'est celui de comment j'optimise une équipe de travail, comment j'optimise des gens pour faire leur emploi du temps par exemple, ou comment j'optimise une chaîne de montage ou une chaîne logistique. Ça ne demande pas de données d'entraînement. Je peux D'accord. le faire sans données d'entraînement. Je peux le faire uniquement avec les données du problème, c'est-à-dire avec une description
du problème que je veux résoudre, mais j'ai pas besoin d'entraîner avec de la donnée extérieure. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. La deuxième chose, c'est, en fait, ce que tu mets, c'est le nerf de la guerre sur la plus grande faiblesse de l'IA de manière générale. C'est que l'IA est un extraordinaire système normatif. Il va absolument et totalement chercher à créer une représentation de l'information qui est normée. Et donc, cette norme, il l'apprend à partir de l'exemple. Et donc, il suffit que ton dataset soit contaminé par une forme de biais quelconque et la machine risque d'amplifier et de démultiplier le biais en sortie. Un exemple que je vais donner, qui est un exemple que j'ai vécu, qui est celui de pendant ma thèse, j'ai dû apprendre à reconnaître des mains. Voilà, c'est bête. Donc, on a créé un dataset de mains. Le dataset de mains, on l'a créé avec des gens qui avaient des mains dans mon laboratoire parce que j'avais des mains sous la main, justement. Donc, il y avait des mains La partout. Donc, on a pris disponibilité, en ouais. photo des mains. On a pris des photos de nos mains, et puis on a appris avec la machine. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que mon système, il reconnaissait parfaitement les mains d'hommes blancs de plus de 25 ans. Parce que toutes les personnes de mon laboratoire, ou à peu près, à une exception près, c'était des hommes blancs, plus de 25 ans. Et ça, c'est un biais de notre société. C'est pas un biais de mon IA, c'est un biais de la société que j'ai amplifié à travers l'IA. Et donc ça, c'est un enjeu très très important. C'est une vigilance à avoir en permanence pour les gens qui font des IA, qui est de dire comment je m'assure, comment je valide que j'ai pas intégré un biais dans mon IA. Et c'est aussi un enjeu pour les utilisateurs finaux pour dire quel test je peux faire pour vérifier que l'IA que j'ai acheté, plus le système que j'ai acheté, il va pas créer un biais par la suite. Effectivement. Mais comment, quand nous, on achète un système qu'on n'a pas fait partie de sa création, quels sont, est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a des éléments qu'on doit Ouais, alors regarder? oui, en fait, souvent, ce qui est bien, c'est de le tester dans deux. En fait, c'est de le forcer une situation biaisée et voir s'il se comporte différemment si je lui retire du biais. Là, par exemple, moi, je déconseille l'utilisation de certaines IA qu'on appelle des LLM. Typiquement, je vais déconseiller l'utilisation de Gemini dans les prises de décision parce que Gemini va créer des biais. Lui, il va créer des biais. Comment est-ce qu'on le sait? C'est parce qu'en fait, on peut lui poser des questions, un peu comme ChatGPT, et on peut voir ce qu'il répond. Et donc, en fait, on peut faire des comparaisons. Donc, dans le cas de ChatGPT, par exemple, si je lui demande c'est quoi un bon métier pour moi, et si je lui demande c'est quoi un bon métier pour une femme, il va répondre sensiblement la même chose. Si je le pose à Gemini, qu'est-ce qu'un bon métier pour moi, il va répondre d'une certaine manière, qui est un métier qui est adéquat avec mes valeurs et autres. Et si je réponds c'est quoi un bon métier pour une femme, il va devenir très très misogyne très très vite. Et donc là, ça me permet d'indiquer, ok, il est misogyne, il a ce biais-là. Parce que le dataset qui a été utilisé pour l'entraîner a ce biais-là et il n'a pas été corrigé par la suite. Si je fais ça avec ChatGPT, vous pouvez faire l'expérience, il va me répondre sensiblement la même chose. Voire faire un paragraphe sur la misogynie, parce que ça, ils l'ont entraîné pour faire ce genre de choses-là. Mais il va avoir une réponse qui sera une réponse beaucoup plus neutre, beaucoup plus équilibrée. Donc ça me permet en tant qu'utilisateur final de dire, très bien, il a été entraîné biaisé ou il n'a pas été entraîné biaisé. Donc je peux l'utiliser sur certaines tâches et pas sur d'autres. C'est vraiment fascinant, mais est-ce que, disons, moi, j'achète un système, est-ce que je peux demander, je veux voir le dataset ou je veux voir votre dataset provient de quel endroit? Ça, c'est pas assez de propriété intellectuelle qui C'est est assez partagée. compliqué à obtenir. C'est très très compliqué à obtenir. C'est pas quelque chose qui se fait facilement, et c'est pas quelque chose qui aurait beaucoup de valeur ajoutée pour quelqu'un qui n'est pas un expert en IA, parce que faire l'analyse du dataset derrière, c'est un métier à part entière. C'est même pas le Ouais. mien. Il y a des gens spécifiques pour faire ça. C'est même pas mon métier. Et c'est un métier très particulier qui demande un jeu de compétences très particulier. Donc, ça serait pas forcément à grande valeur ajoutée. C'est plus au niveau pragmatique de dire, je vais l'utiliser dans une certaine situation. Est-ce que cette situation peut entraîner un biais? Et si oui, je vais le tester dans test AB. Je vais le prendre avec une situation neutre, je vais le prendre avec la situation biaisée et je vais voir s'il se comporte différemment. S'il se comporte différemment, il y a un problème. S'il se comporte de la même manière, quelle que soit la manière dont il est entraîné, quel que soit le dataset fait, je m'en fiche. Il ne génère pas de biais à la fin. Donc, mais ça soulève en même temps l'importance de, même au niveau de la préparation des outils d'intelligence artificielle, on parle dans les entreprises de la diversité, équité, inclusion, ça génère l'importance de la diversité au niveau de la recherche, au niveau des chercheurs, au niveau des gens qui s'intéressent à la recherche en intelligence artificielle, parce que si c'est toujours le même groupe de personnes, à un moment donné, on n'a pas nécessairement le réflexe d'aller voir chez Exactement. d'autres groupes à D'aller côté. checker ailleurs, de vérifier, parce qu'on va pas y penser, c'est aussi bête que ça. Moi, je n'y ai pas pensé. C'est vraiment qu'on est arrivé au problème de, un moment, on est en train de tester le truc, et t'as quelqu'un qui a fait, oh, je vais tester femme noire. C'est à ce moment-là qu'on a fait, merde, est-ce que ça va marcher? Parce qu'on n'y avait pas pensé. On n'y avait juste pas pensé. Oui. Donc, c'est de bâtir des nouveaux réflexes pour tout le monde, autant pour les gens qui développent l'IA, mais que pour les gens qui veulent l'utiliser, Exactement. de se Exactement. conscientiser à vérifier les différents De dire que scénarios.
En fait, c'est la machine, s'il y a des biais dans le dataset, va les amplifier. S'ils Exact. existent, il va les amplifier. Et donc, il faut être OK. vigilant à ça parce que notre société étant biaisée, la plupart de nos datasets sont biaisés aussi. Effectivement. On a une question de René. Salut René. Quels sont tes commentaires genre relativement à la cybersécurité et les risques dans l'implantation de solutions basées sur l'IA en remplacement de tâches faites par l'humain en ce moment et la confiance liée aux résultats? Il y a Alors, plusieurs questions dans la même question. il y a plusieurs questions. Il y a la question de cybersécurité et la question de confiance. Donc, je vais commencer par la question de cybersécurité parce qu'en fait, c'est la plus facile à répondre. C'est la même qu'en informatique. C'est-à-dire que si jamais dans ton système informatique, tu utilises Excel, bah, tu as une faiblesse de cybersécurité associée à l'utilisation d'Excel. Bon, si tu mets une IA en complément d'Excel dans ton processus, bah, tu as juste le même problème que tu as avec Excel, bah, tu l'as avec l'IA de la même manière, avec le même fonctionnement, avec les mêmes enjeux, avec les mêmes enjeux de fuite. C'est pareil. En fait, la cybersécurité appliquée à l'IA et la cybersécurité, c'est le même domaine. Il y a pas vraiment de différence majeure sur ce fonctionnement-là. L'analyse se fait de la même manière, c'est-à-dire par exemple, oui, là on pourrait utiliser. Est-ce que j'utilise un système qui est sur le cloud? Est-ce que j'utilise un système en local? Comment je vérifie mes entrées? Comment je vérifie mes sorties? On est vraiment dans le même univers et la même façon de penser. Donc la cybersécurité, c'est pas que je dis que la question n'est pas intéressante. Je dis, elle se répond de la même manière qu'à n'importe quel problème de cybersécurité en informatique, parce qu'en fait c'est la même chose. La deuxième chose que tu parles, c'est la confiance au résultat. Et là, je vais revenir à l'humain en disant comment j'ai confiance au résultat de donner à la machine. J'ai pas confiance. Mais en fait, c'est parce que j'ai pas beaucoup plus confiance dans n'importe quelle prise de résultat. C'est-à-dire que si moi, on m'amène un résultat, on m'amène un résultat, que ce soit un humain, que ce soit une machine, que ce soit quoi que ce soit, j'aurais pas confiance. J'aurais confiance en la démarche, j'aurais confiance à la validation du résultat, mais le résultat en lui-même, j'ai pas spécialement confiance. Et donc, j'applique cette même démarche par rapport à l'IA en me disant, ben, comment j'ai confiance au résultat? Un, je connais la démarche de l'IA, parce que je peux la connaître. Et de deux, ben, encore une fois, j'essaye de minimiser les cas où je remplace l'humain par la machine. Il vient en complément. Il vient en renfort, il vient en accélération, il vient en complément. Donc j'ai toujours des gens dans la boucle qui ne sont pas forcément là pour faire le travail, mais qui sont au moins là pour vérifier que le travail est bien fait, qu'il y a des garde-fous derrière. Il y a une troisième technique que je vais évoquer, mais ça va être très très drôle, c'est qu'on peut entraîner des IA à vérifier le travail des autres IA. C'est aussi quelque chose qui se fait beaucoup. En fait, c'est tu mets plusieurs systèmes de validation en parallèle. Mais là, encore une fois, en fait, on revient à la problématique générale, c'est comment tu maintiens ta confiance dans le processus. L'IA n'étant qu'un cas particulier et un cas particulier qui ne se traite pas vraiment différemment des autres. Comment tu gardes la confiance avec des garde-fous, avec des contrôles, avec des systèmes de vérification et avec plusieurs acteurs qui vont vérifier le travail l'un de l'autre. En l'occurrence, une machine, un humain. Je reviens à la question d'éthique. On en a parlé un peu, on a parlé des billets qui peuvent être à l'intérieur de la programmation des informations qu'on partage, mais est-ce que d'un point de vue éthique, il y a d'autres choses que les entreprises ou les entrepreneurs peuvent faire pour se préparer et pour s'assurer de ne pas ajouter des types de discrimination ou des informations qui mènent à des discriminations dans l'exercice qu'ils vont faire avec leur équipe? Parce que Alors, c'est pas encore régi par les lois, je crois. non, c'est ça, c'est qu'en Le fait, le cadre légal sur l'IA est très pauvre. Le seul cadre légal qu'il y a, il y a deux lois. Il y a la loi 25 qui est, elle, sur les data, elle, sur la vie privée et les data de manière générale, qui s'applique à l'IA. Et il y a la loi 27, au niveau fédéral, c'est 27 si je me rappelle bien, qui, elle, commence à donner quelques carcans au niveau de l'IA. Et c'est très, très pauvre, c'est très, très faible et c'est très, très peu contraignant. Le, 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 le- L'enjeu éthique, en fait, je n'irai pas vers l'enjeu éthique en lui-même de base, pas forcément. C'est pas forcément le premier angle d'attaque que j'aurais. Je l'aurais, mais pas en première instance. Le premier, c'est un enjeu pragmatique. Je pense qu'il faut déjà commencer par regarder un enjeu pragmatique, de dire la plupart des problèmes d'éthique, si jamais on les attaque de point de vue pragmatique et pas du tout d'un point de vue moral et éthique, et ben en fait la réponse est évidente. Un exemple, ça serait de dire très bien, est-ce que je vais laisser à une IA le contrôle d'une prise de décision sur l'embauche? C'est une question qui pourrait être une question éthique. Oublions l'éthique, totalement pragmatique. Non, je ne vais pas le faire. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que ça va me coûter très très cher, que c'est prendre un risque et que ça ne sera pas accepté par mes utilisateurs. Donc, je n'ai même pas à me poser l'éthique. Pragmatiquement parlant, j'ai ma réponse. Donc, je pense qu'avant de se poser les questions de l'éthique en IA, il y a une première question qui est à se poser, de dire si j'automatise ce morceau-là ou quand j'automatiserai ce morceau-là, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que j'ai un risque de mon côté? Quel est le risque de mon côté? Et une fois, si la réponse est non, c'est pas risqué, oui, il y a un gros ROI, oui, tout va bien et compagnie, c'est à ce moment-là que je me poserai la question éthique, pas avant.
Donc je pense que c'est comme ça que les organisations doivent aborder le problème. Parce que commencer par l'éthique, c'est s'imposer une contrainte ou s'imposer une problématique qui risque de ne jamais arriver ou qui ne risque de pas arriver, en tout cas pas à moyen terme. Donc, commencer par se poser la question pragmatique, faire la démarche d'adoption de l'IA, et puis une fois que on s'est rendu compte que ça pouvait le faire, quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est à ce moment-là que les questions éthiques peuvent arriver, peuvent se poser. Et là, pareil, l'éthique en IA, en fait, c'est que les grands enjeux d'éthique, on en parle assez peu. L'enjeu éthique principal dans l'IA que moi que j'évoque à chaque fois, c'est encore une fois, c'est le pouvoir normatif. Si jamais quelqu'un est hors norme dans tous les sens du terme, l'IA va entraîner des problèmes. Je vais prendre un exemple. Encore une fois, c'est pour ça que moi j'ai des conseils. Le cas d'utiliser la vidéo sur les systèmes. Sur les systèmes de recrutement, c'est que, admettons, vous avez en face un candidat, ben, il a un tic, ou alors il a un tremblement essentiel, il a la paupière qui tremble. Ben, l'IA va dire il y a un problème de concentration, il a un problème d'énervement. Entre guillemets, il va pas être capable de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que la personne est hors norme, elle est en dehors de la norme. Ça veut pas dire que c'est un mauvais employé. Ça veut juste dire que au niveau de son expression faciale, il y a un truc qui n'est pas normal. Et l'IA, elle va être très très sensible à ça. C'est ça l'enjeu principal. Mais encore une fois, je dis, si on prend l'enjeu pragmatique de dire, ben non, si je filme quelqu'un et que j'analyse son visage avec une machine sans son accord et qu'il l'apprend par la suite quand je l'ai recruté, non, on va y avoir un problème. Et le problème, c'est pas un problème éthique. C'est beaucoup plus concret, c'est beaucoup plus pragmatique que le problème éthique. L'éthique doit arriver après l'analyse pragmatique. Bon, tu as coupé ton micro, Véronique. Est-ce que tu m'entends Tu maintenant? as remis ton micro, Véronique. Bon, la technologie dans un monde live. En fait, quand tu expliquais la vigilance, la gestion du risque, je fais le lien avec Sophie Gagnon, qui était ma première invitée, où on parlait justement des considérations éthiques. Et ce que Sophie nous disait, c'est que l'éthique peut se prendre d'une manière préventive pour identifier quels sont nos comportements qu'on juge acceptables dans notre organisation et quels comportements qu'on veut évaluer parce qu'on pense qu'ils pourraient amener un risque à l'organisation et aux gens qui y sont présents. Mais elle nous disait aussi que j'ai perdu mon mot, c'est une compétence qui se développe. Oui. Donc, c'est pas juste de dire, oh, il est arrivé quelque chose, il faut faire une évaluation de notre éthique. Non, c'est une compétence qu'on doit continuellement travailler. Et avec qu'est-ce que tu viens de dire, les deux ensemble s'imbriquent très bien ensemble comme développement de compétences. Exactement, c'est un développement de compétences, c'est une façon d'analyser les choses. C'est juste, en fait, là, je voulais préciser la notion d'éthique appliquée à l'IA. Parce qu'encore une fois, moi, à mon avis, l'éthique ne devrait pas être appliquée à l'IA. L'éthique est appliquée à l'organisation et l'IA n'est qu'un outil dans l'organisation. Tout comme j'appliquerai l'éthique à comment, encore une fois, je prends notre outil, Excel. Si j'utilise Oui. Excel pour mettre des commentaires désobligeants sur les candidats que je vois, ouais, celui-là, il avait un gros nez, celui-là, il boite, enfin voilà, des choses comme ça. Eh ben non, ça, c'est pas éthique, c'est pas une façon éthique d'utiliser Excel dans le contexte du recrutement. Mais ça, c'est indépendamment de l'outil, c'est indépendamment de l'usage. C'est indépendamment Oui. de l'usage prévu. Et là, sur l'IA, je pense qu'il faut avoir cette même analyse-là. C'est-à-dire que les problématiques éthiques à l'IA ne sont pas spécifiques à l'IA ou sont très peu spécifiques à l'IA. Le seul qui est un peu spécifique à mon sens, celui où il faut être vigilant, encore une fois, c'est le pouvoir normatif de l'IA. C'est celui-là où il faut être le plus vigilant. Je comprends. Alors, maintenant, si une organisation nous écoute ou des dirigeants nous écoutent puis se disent, OK, il y a quelque chose à faire avec l'IA dans mon organisation, c'est quoi il n'y a peut-être pas une recette toute faite pour tout le monde qui va s'appliquer de la même manière, mais comment est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle dans les organisations aujourd'hui? Encore une fois, moi je pense que le plus efficace, c'est de se faire accompagner. Parce que se faire accompagner, c'est vraiment la porte du succès en IA, parce que encore une fois, c'est un métier qui reste quand même un métier d'expert. Donc se faire accompagner, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs méthodes. Il y a des compagnies comme la mienne, comme Newligent, où en fait, il y a deux façons d'arriver vers nous. C'est où j'ai un projet, j'aimerais le développer, et on accompagne sur le développement du projet, ou à l'inverse, je ne sais pas ce que peut faire l'IA pour moi, aidez-moi à trouver ce que ça peut faire. Et là, pareil, on vient accompagner pour aider à développer justement construire quels seraient les endroits où l'IA pourrait s'intégrer et accompagner après le développement de ces intégrations-là par la suite. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Il y a de Legend, mais il y en a d'autres, hein, mais je m'en profite pour faire de la pub, il faut bien. Il y a d'autres organismes qui font ce genre de choses-là aussi. L'accompagnement va être moins sur mesure, mais ça permet quand même de mettre un pied dans la porte et de commencer à se poser des questions.
À Montréal, on a la chance d'avoir le CRIM qui fait ça, qui fait le Centre de recherche en informatique de Montréal, qui fait ça. Ça, c'est plutôt pour les moyennes organisations. Pour les grosses organisations, il y a le MILA directement, il y a l'Ivado et le MILA qui font ça aussi, qui ont à peu près le même fonctionnement de faire une porte d'entrée, créer de la sensibilisation. Généralement, après, c'est quand même des compagnies comme nous qui récupérons le bébé derrière, mais disons que ça permet d'avoir une première intégration de ces choses-là. Donc pour moi, c'est ça, l'accompagnement, il doit commencer par, il faut aller voir les gens compétents. Les gens compétents, c'est des gens ou des acteurs de l'IA particuliers qui ont cette compétence-là, ou alors des groupes d'intérêt public. Je pense typiquement au PROMPT, je pense typiquement à l'IVADO, je pense typiquement au CRIM, qui vont pouvoir créer ce genre d'accompagnement aussi. Tu disais aussi que ça peut être pertinent de cibler une problématique et de ne pas rentrer dans un sens très, très, très large. En fait, dans le sens large, c'est plus une exploration de C'est ça. qu'est-ce que ça peut Les deux fonctionnent bien et moi j'ai même une préférence pour le deuxième, pour l'exploration. Pour une raison assez simple, c'est que le projet ou l'idée de projet risque d'être mal ciblé. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas expert en IA va se focaliser sur quelque chose en disant ah ça va être facile à faire ou ça va être pertinent. Et en fait, c'est peut-être pas si facile que ça à faire, et c'est peut-être pas si pertinent que ça. Alors que dans le cas d'exploration, on mélange deux mondes. On mélange la compétence métier et opérationnelle du client, de la personne qui est demandeur, qui lui connaît parfaitement son monde, et la compétence technique de l'IA, qui est mon monde à moi, où c'est la collision entre les deux qui crée l'idée et qui permet de garantir que les idées qui vont sortir, c'est elle où l'IA sera le plus pertinente, le plus adaptée et la moins chère à réaliser, la plus facile à mettre en œuvre par la suite. Et c'est pour ça que je pense, moi, je préfère largement avoir des explorations que d'avoir des projets établis parce que comme ça permet d'identifier le besoin en mélangeant des compétences qui sont très adaptées pour trouver ce besoin-là. Oui, absolument. Puis c'est vrai que quand c'est un projet qui est déjà très établi, peut-être dans la tête des gens, il est tellement précis que ça ne permet pas non plus de montrer qu'est-ce que l'IA peut faire dans son ensemble pour l'organisation parce que c'est trop Exactement. petit comme idée. Exactement, c'est trop ciblé, c'est trop concentré, ça ne permet pas de voir vraiment, d'avoir une planification technologique efficace par la suite qui permettrait une intégration et une vraie valeur ajoutée de l'IA dans l'organisation. Ouais. Normalement, Jean, je pose toujours une question qui est, c'est quoi le lien entre le sujet qu'on parle, dont l'intelligence artificielle et l'excellence opérationnelle? Je pense qu'on l'a répondu depuis le début. C'est ça, on l'a répondu depuis pas mal le début. Donc, je vais passer direct aux 3 points que moi, je retiens de notre conversation. Premièrement, c'est qu'on ne veut pas utiliser l'IA pour remplacer l'humain. Donc, c'est vraiment un complément pour aider l'humain à faire des choses ou à réduire le temps qu'il passe sur des choses où il n'y a pas de plaisir à le faire, ou ce que c'est très répétitif, ou ce que c'est peut-être très analytique aussi. Donc, c'est de cibler les bonnes tâches pour accompagner l'humain et non pas pour remplacer l'humain, qui s'intègre très bien avec les principes de l'industrie 5.0, parce qu'en 5.0, on parle davantage de collaboration humain-machine et non pas de remplacer l'humain. Donc, ça s'intègre très, très, très bien avec tout ce qu'on parle de l'industrie 5.0. L'autre élément que je retiens, c'est la gestion du risque par rapport à intégrer l'IA, c'est pas spécifique à l'IA, mais c'est vraiment la gestion du risque organisationnel où on doit faire la réflexion. Et de là vont découler les éléments de vigilance pertinents et spécifiques à l'intelligence artificielle. Et le troisième élément que je retiens, qui est peut-être très égoïste en quelque sens, c'est que pour moi, comme experte en optimisation des processus, et Marie-Geneviève qui est sur l'appel aussi, qui est aussi une experte Lean, notre compétence va devenir plus spécifique, mais on va devoir apprendre aussi à intégrer une réflexion analytique différente avec l'intégration de l'intelligence artificielle pour nous aider à accomplir plus, mais en moins de temps. Mais je pense que l'enjeu que ça va créer de l'autre côté de cette équation-là, l'enjeu qu'on va voir, c'est que les changements vont se faire encore plus vite dans les organisations. On va revoir les processus encore plus vite. On va changer comment les gens travaillent encore plus vite. Et là, on risque d'arriver dans un enjeu de capacité d'adaptation des humains face à tous ces changements-là qu'on vit déjà pour d'autres raisons, mais en plus, on va changer plus rapidement nos processus. Donc, la capacité d'adaptation va être affectée. Et donc, on doit travailler déjà en amont notre capacité de résilience, notre capacité d'adaptation et d'apprentissage pour être en mesure de gérer tous ces changements-là encore mieux et alléger la lourdeur que ça peut apporter au niveau des équipes. Oui, Est-ce, oui, est-ce, c'est ça, oui.
Est-ce que tu vois d'autres éléments à retenir? Non, en tout cas, enfin oui, j'en vois d'autres, mais disons que les trois plus importants, je pense que tu les as bien identifiés. Je soulignerai encore une fois cet aspect, d'ailleurs le dernier que tu as évoqué, qui est l'aspect d'adaptation, parce que il est très corrélé à la notion que j'avais mis avant, qui était celui d'acceptation par le public ou par les usagers. Oui. Et effectivement, il y a un enjeu, il y a une maîtrise à avoir de ce côté-là, parce que si les personnes ne sont pas prêtes à s'adapter, ben l'IA, encore une fois, ne sera pas adoptée efficacement, en tout cas. Oui. Tu disais tantôt que c'est important de se renseigner puis d'essayer d'apprendre un petit peu. Est-ce que chez Knowledgeant, vous offrez des formations ou des webinaires ou des outils pour éclairer un peu plus les gens? Oui. Oui, oui, ça fait partie de nos offres, d'avoir un accompagnement, enfin justement, de proposer des organes de formation, de sensibilisation à l'IA. On a des formations plus spécifiques qui sont orientées sur l'IA pour les gestionnaires, de dire, je suis gestionnaire de société, sur quoi je dois être vigilant par la suite? Qu'est-ce qu'il va falloir que je sois vigilant pour l'IA par la suite? C'est pas du technique, je vous apprends pas à faire de l'IA, ce serait pas très intéressant pour vous, mais ce serait comment je pourrais par la suite utiliser l'IA dans mon organisation. Donc on a des formations de ce type-là, on a des webinaires qui arrivent régulièrement. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura le prochain, mais qui arrive régulièrement. Donc oui, on a du contenu qui pourrait répondre à ce besoin. Bien, à ce moment-là, je t'inviterai, quand on aura fini, à aller sur le chat, mettre le lien vers la page web de Knowledgeant. Comme ça, les gens pourront aller voir c'est quoi les formations que vous offrez et vous contacter. Et d'ici là, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de partager un projet ensemble, une optimisation où moi, je travaillerai la définition des problèmes et la mise en Et place. on viendra sur la mise en place. Ouais, et toi, tu pourras nous. Tu as recoupé ton micro. C'est le micro lui-même qui a un problème. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très Bon, d'accord. Désolée pour le problème technique. Je vais devoir arrêter de bouger mes mains, ce qui n'est pas facile pour moi. Mais Jean, merci beaucoup de ta participation aujourd'hui. Ça a été très instructif. Je pense que ça a été très bénéfique pour tout le monde. Et puis, je t'invite à retourner voir le chat s'il y a des questions particulières que tu veux répondre plus en détail sur le chat. C'est effectivement possible. Alors, merci beaucoup. Et nous, on se revoit le 20 mars. Je vous laisse l'information à l'instant. Merci, Jean. Merci, Véronica.